Bonjour à tous et à tous. Ce soir, on va avoir une nouvelle conférence avec Terre à Terre, qui est l'association écologique de l'ENS Paris-Saclay. Aujourd'hui, nous sommes rejoints par Jean-Baptiste Fressos. Bonjour, monsieur Jean-Baptiste Fressos, et merci d'avoir accepté notre invitation. Pour faire un petit retour sur votre autobiographie. Vous êtes historien et chercheur au CNRS. Vous êtes passé par l'ENS Cachan il y a quelques années. Et vous travaillez également au centre Alexandre Coéré de l'EHESS. Ça, c'était il y a quelques années, en fait. J'ai changé de D'accord, ok. labo, maintenant je suis au CRH. En gros, à l'EHESS, il y a différents labos en histoire. Le centre Coiré, c'était le centre d'histoire des sciences historiquement. Donc, moi, j'ai un peu de cette tradition d'histoire des sciences. Et le CRH, c'est le gros labo d'histoire plus généraliste, on va dire. D'accord, ok. Moi, voilà, je m'arrête là. Merci pour la précision. Ouais. Et donc, vos travaux portent principalement sur l'histoire environnementale et les savoirs climatiques ainsi que sur l'Anthropocène. Mhm. Vous avez été l'auteur également de plusieurs ouvrages, notamment tous aux éditions du Seuil, si je ne me trompe pas, et notamment L'Apocalypse joyeuse, une histoire du risque technologique. Et vous avez été co-auteur avec Christophe Bonneuil de l'événement Anthropocène. Et cet ouvrage a pour but d'interroger la crise climatique actuelle. Il y a également un nouveau livre qui a été paru en octobre dernier et dont vous avez été co-auteur avec Fabien Locher, qui est donc Les Révoltes du ciel, une histoire du changement climatique du 15e au 20e siècle. Nous vous remercions à nouveau d'être là ce soir. Et pour le public, nous proposons de démarrer avec une première question que nous allons poser à l'intervenant. Et ensuite, nous vous proposons de réagir soit en commentaire, soit de prendre la parole, de demander la parole pour poser directement vos questions et pour que cela soit plus interactif. Merci. Voilà. Du coup, juste pour présenter juste un peu le but peut-être de cette conférence, d'une part, ce serait un peu donner une sorte d'introduction à l'histoire environnementale et à l'histoire des sciences et des techniques en société, à des gens qui connaissent pas forcément le sujet. Il y a probablement des experts parmi nous aussi, j'en ai repéré quelques-uns. Mais l'idée, c'est de faire un peu sentir l'importance et l'intérêt des questions qui sont soulevées par ces histoires dans les activités en particulier de recherche et d'enseignement, et notamment ce que ça va apporter sur la place des chercheurs, des enseignants et des ingénieurs en général euh, face aux enjeux environnementaux, climatiques, sociaux, historiques qui sont reliés. Donc, pour poser une première question, peut-être, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est le principe de l'histoire environnementale, comment ça fonctionne un peu, qu'est-ce que c'est l'intérêt de cette discipline et voilà, une petite introduction générale sur l'histoire environnementale. Ok, alors je vais commencer vraiment en généralité, puis après je vous parlerai un peu plus de mes travaux. Mais en gros, l'histoire environnementale, c'est une branche de l'histoire qui s'est nommée comme telle à partir de la fin des années 1960 aux États-Unis. Donc, plutôt sur la côte ouest, le mouvement, c'était le mouvement de contestation sociale. Je sais pas, penser à la guerre du Vietnam, penser aussi à des catastrophes environnementales. Il y avait eu des marées noires, ce genre de choses, qui a lancé cette idée. Voilà, il faut faire une histoire environnementale. En gros, c'est assez logique. C'est au moment où les questions environnementales commencent à surgir dans l'espace public américain. Donc, c'est assez logique que les historiens se mettent à s'intéresser, en tout cas à se définir comme tel, comme historien de l'environnement. Donc, au départ, c'est une histoire qui est assez militante, qui est assez engagée. Ça a été aussi une histoire qui a pendant longtemps été une histoire de l'environnement, c'est-à-dire qu'on allait traiter de sujets qu'on estimait ne pas avoir été traités dans l'historiographie. L'histoire des rivières, l'histoire des forêts. L'histoire des forêts a été un des piliers de l'histoire environnementale pendant longtemps. Et de plus en plus, l'histoire environnementale, surtout depuis quelques temps, je pense, de quelques années, ça devient en fait de l'histoire normale, j'ai envie de dire. En gros, c'est des questions historiques ressaisies par le prisme environnemental, quoi. Donc, ça peut être des questions sur les inégalités économiques, ça peut être des questions sur, je sais pas moi, l'industrialisation revue par l'histoire environnementale. Vous voyez, donc de plus en plus, c'est plutôt une sorte de prisme sur des questions assez classiques, et j'ai l'impression qu'il n'y a plus vraiment de spécificité de ce que serait vraiment l'histoire environnementale stricto sensu. Après, il y a des historiens qui se revendiquent vraiment comme historiens de l'environnement ou histoire environnementale. C'est, je pense, de moins en moins nécessaire maintenant que le point est fait, c'est évident que c'est important d'étudier l'histoire dans son environnement, quoi.
Voilà, ça c'est un petit peu pour tracer à grands traits l'histoire environnementale. On passe un peu d'une histoire de l'environnement à une histoire vue par un prisme environnemental, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Les sujets qui sont abordés, donc ça peut être des éléments de la nature, mais ça peut aussi être des grandes infrastructures urbaines. Un livre, moi, qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais jeune, c'était un livre d'un historien qui s'appelle William Cronon, qui a écrit un livre qui s'appelle Nature's Metropolis, une histoire de Chicago. Chicago au 19e siècle, 19e, 20e. Chicago, c'est assez impressionnant, c'est quelques milliers d'habitants en 1820, c'est pas loin d'1 million d'habitants à la fin du 19e siècle, donc c'est une sorte d'énorme explosion démographique hyper rapide. Et il décrit comment Chicago et ses infrastructures techniques, en fait, transforment et prospèrent de la transformation de tout le Midwest américain. Comment Chicago devient une sorte de plaque tournante de toutes ces matières premières agricoles. Pense évidemment au blé, aux céréales, mais le bois aussi, la viande, etc. Comment Chicago prospère de ça, comment on transforme la nature en une marchandise. C'était vraiment ça le thème, et donc il fait une histoire des infrastructures qui raconte ça. Donc une histoire finalement des infrastructures du marché, comment le marché, le marché agricole, se transforme complètement au milieu du 19e siècle, autour de Chicago, mais pas que à Chicago, évidemment. Donc, vous voyez, ça, c'est considéré comme une sorte vraiment de classique d'histoire environnementale, mais en fait, c'est une histoire des techniques, une histoire du marché, une histoire d'économie. Donc, voilà, d'une manière générale, c'est pour ça qu'il y a des ponts très étroits avec l'histoire des techniques et avec l'histoire des sciences aussi. En particulier, une histoire des techniques qui est contextualisée, une histoire des techniques un peu moderne, vraiment historienne. Elle a beaucoup à dire, évidemment, sur les questions environnementales contemporaines. Un autre aspect important, je pense qu'il faut tout de suite préciser, quand je vous disais l'histoire environnementale, elle a tendance à se finalement dissoudre dans l'histoire générale, c'est aussi parce que l'histoire générale est hyper importante pour comprendre la crise environnementale contemporaine. Si vous voulez, donc j'avais écrit un livre avec Christophe Bonneuil sur l'histoire de l'Anthropocène. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que l'Anthropocène, mais bon, j'expliquerai ça après, mais en gros, pour l'histoire de la crise environnementale, pour faire simple. Et c'est vrai que si vous voulez comprendre comment on est arrivé à la situation dans laquelle on est, par exemple, la Seconde Guerre mondiale est hyper importante. Parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a tout un ensemble de techniques extrêmement énergivores, extrêmement dommageables pour l'environnement qui se mettent en place, principalement pour gagner la guerre et qui ensuite vont contaminer les technologies civiles. Ça, ce n'est pas forcément traité par les historiens de l'environnement, c'est traité par les historiens de la guerre, tout simplement. Oui. Donc, c'est pour ça que de plus en plus, l'historiographie est assez ouverte, et c'est évident que l'histoire de l'économie aussi a beaucoup à nous dire sur la crise environnementale contemporaine. Voilà, donc ça, je dirais que c'est un petit peu le panorama très général. Alors après, en France, ce qui s'est passé, c'est que pas mal de gens de ma génération ont été recrutés en histoire, enfin, dans des profils d'histoire environnementale à l'université ou au CNRS, qui venaient de l'histoire des sciences. Pour des raisons assez conjoncturelles, il s'avère qu'au Centre Coiré, il y avait un groupe dynamique sur ces questions-là. Et ça a créé un peu un prisme qui fait que l'histoire des sciences est assez importante dans l'histoire environnementale française. Et l'un des avantages, à mon avis, d'être passé par l'histoire des sciences, en tout cas moi, ça m'a beaucoup influencé sur la suite de mes recherches, c'était de raconter une histoire de l'environnement où les acteurs de l'époque étaient conscients de ce qu'ils faisaient. En gros, qu'est-ce que les gens pensaient des questions qui nous préoccupent maintenant, mais vues pas par les manières de penser de l'époque. Et donc, c'est une histoire de l'environnement. Peut-être en France, elle s'est écrite davantage dans ce prisme-là, où on est vraiment sensible aux catégories des acteurs du 18e, du 19e siècle, etc. Et donc, ça se voit, moi, dans mon travail, dans celui que j'avais mené jusqu'à maintenant. Dans l'Apocalypse joyeux, c'était une histoire de la révolution industrielle vue par les risques et les questions d'environnement, de pollution. Et quelque chose qui m'avait frappé dès le début de mes recherches en thèse, donc ça remonte quand même à pas loin de 20 ans, c'était de voir à quel point, par exemple, l'environnement était hyper important pour les acteurs de la fin du 18e, début du 19e siècle. Au moment où la révolution industrielle commence, même si cette notion est très critiquée, en tout cas, quand il se met en place des technologies qui sont manifestement très polluantes, les gens ont tout à fait conscience des problèmes que ça peut poser en termes sanitaires. Et particulièrement en termes sanitaires, parce que l'environnement, à cette époque, c'est une doctrine médicale. L'environnement, c'est ce qui façonne la santé de tous les êtres humains et de tous les êtres vivants, même en général. Et donc, altérer l'environnement par des pollutions, par des fumées, par ce genre de choses, c'est prendre le risque d'une transformation massive du vivant, des constitutions humaines. Si vous voulez, avant Pasteur, avant la bactériologie, on n'a pas de meilleure cause pour expliquer une épidémie qu'une transformation environnementale. Si on tourne tous
malades en même temps, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose dans les airs, dans l'eau, dans ce qu'on appelle les lieux environnementaux ou les climats environnementaux, les climats médicaux, pardon. Et ce n'est pas parce qu'on s'est refilé une bestiole les uns les autres. Et donc, évidemment, dans ce paradigme-là, l'environnement est hyper important. Donc là, c'est intéressant parce que ça permet de raconter une histoire de l'industrialisation qui est très différente de ce qu'on racontait jusqu'alors. Et justement, ouais. Du coup, ouais, cette thématique, en fait, le fait de dire qu'en fait, les préoccupations environnementales et climatiques sont loin d'être nouvelles, c'est quelque chose qui est au centre de vos écrits, enfin, en tout cas, de ce dont j'ai entendu parler. Et justement, qu'est-ce que ça apporte, en fait, à la compréhension de la crise climatique actuelle, de savoir, en fait, un peu comment on en est arrivé là et pourquoi, en fait, ces questions-là, elles sont pas nouvelles. Qu'est-ce que ça nous apporte de savoir ça? Comment ça change les choses, en fait, en profondeur? Alors, est-ce que ça change les choses en profondeur? Je veux dire, c'est pas ça qui va résoudre le schmilblick, hein. C'est juste que ça permet d'avoir un regard un peu critique sur certains discours qu'on nous propose actuellement, en particulier sur les solutions qui sont présentées comme nouvelles, alors qu'en fait, souvent, elles intègrent en fait des dispositifs qui étaient préexistants et qui ont accompagné l'industrialisation depuis le début du 19e siècle. Je vous reprends l'exemple de l'environnement qui est très clair. L'environnement pendant la révolution industrielle. Comme je vous disais, en gros, on se préoccupe énormément d'environnement à la fin du XVIIIe siècle. L'institution qui est en charge de ça, c'est la police. La police au XVIIIe siècle, c'est une police vraiment qui mérite son nom parce qu'elle s'occupe de la ville. C'est une institution urbaine et elle gère les questions environnementales dans l'espace urbain et elle estime qu'elle a en charge finalement la santé des populations dans l'espace urbain. Comment comprendre dans ces cas-là l'industrialisation? Voilà, il faut produire des dispositifs qui nous permettent de passer outre ce genre de crainte et ce genre de discours. Et un des dispositifs centraux à cette époque, ça va être les compensations environnementales. Dès le début du 19e siècle, dès 1810, en vérité, c'est assez précis là, il y a une loi qui dit finalement les plaintes contre les usines, elles vont être jugées dans des tribunaux. L'administration, finalement, elle va autoriser les usines et le seul recours qu'auront les voisins, ça sera de poursuivre devant les tribunaux civils. Et donc, se met en place un système de pollueur-payeur parce que le tribunal civil, la seule chose qu'il peut faire, il ne peut pas casser un acte administratif, il y a ce principe de séparation des pouvoirs, mais par contre, il peut faire payer les industriels pour les dommages qu'ils causent aux propriétaires voisins. Et donc, en fait, dès le début du 19e siècle, se met en place le principe du pollueur-payeur. Et c'était voulu dès le départ, c'est-à-dire qu'on pensait que faire payer des compensations pour les dommages environnementaux, ça allait permettre de faire un arbitrage fin entre pollution et puis efficacité économique. Donc, quand en 1975, des économistes, en particulier à l'OCDE, disent voilà, on a trouvé la martingale, on va mettre en place un système de pollueur-payeur qui va forcer les industriels à internaliser leur pollution, et vous allez voir, ça va résoudre la question de la pollution. Bon, forcément, quand on sait que en fait, ça existe depuis au moins 150 ans, on est un peu sceptique sur, sur ce genre de propositions radicalement nouvelles. Donc ça, c'est un exemple, enfin, moi, ce à quoi j'avais un peu abouti dans ma thèse, c'est de voir que ce qui importait, ce n'était pas tant la question de la prise de conscience. Et le discours de la prise de conscience actuelle est très problématique quand on y réfléchit, politiquement, j'y reviendrai. Mais ce qui est important, c'est plutôt la désinhibition. Comment on passe outre des problèmes, comment on les déplace, comment on les reconfigure pour les rendre gérables et pour les rendre acceptables. Donc ça, c'est un des aspects où je pense qu'avoir un recul historique sur un certain nombre de problèmes permet d'avoir un regard un peu critique sur les discours qui s'imposent maintenant. En ce moment, je travaille sur la notion de transition, peut-être qu'on y reviendra dans la suite de l'exposé, mais c'est assez impressionnant de voir à quel point cette notion de transition s'est imposée dans l'espace public comme le cadre pour parler d'énergie en particulier. Et les historiens ont embrayé en disant on va étudier les transitions énergétiques, et c'est très gratifiant pour les historiens de dire on étudie les transitions énergétiques, puisque d'un seul coup on devenait les experts de cette question-là et qu'on allait pouvoir aider le monde contemporain à gérer sa transition. Sauf qu'en fait, ce que les historiens étudient, c'est jamais que des additions énergétiques. Donc là, c'est aussi un regard historique plus matérialiste sur qu'est-ce que c'est que l'industrialisation. Ce n'est pas du tout une transition, en fait, c'est une pure addition, voire une symbiose énergétique et matérielle. Ça permet aussi d'avoir un regard un peu plus distancié sur des discours qui nous sont servis à longueur de temps, comme ce qu'il faut faire maintenant, c'est une transition, avec sous-entendu, parce que dans cette notion de transition, il y a ce caractère très ambigu. Ça décrit à la fois un passé. Dans le passé, il y a eu des transitions. On serait passé du bois au charbon, puis du charbon au pétrole. Maintenant, on va faire une N+1e transition. C'est un petit peu comme ça que c'est présenté. Et finalement, les innovateurs et le capitalisme sont très doués pour faire des transitions, n'est-ce pas? Donc, on va pouvoir gérer ça comme ça. Donc, ça, c'est aussi… Oui. Et justement, à ce propos, donc, est-ce que, comme vous parlez que justement l'industrialisation, il y a des moments où on le présente d'une manière différente et que c'est pas forcément comme pour l'énergie, est-ce que
qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur justement, est-ce que les innovations vont-elles nous sauver? Est-ce que la technologie est une solution ou il faudrait chercher ailleurs? Et justement, les discours sont quand même assez orientés dans ce domaine-là. Et donc, est-ce que vous Alors, pouvez... je pense que d'une manière générale, c'est pas soit la technologie, soit autre chose. C'est évident que, c'est pas comme si la technologie va absolument rien avoir, mais et très tôt, moi là, je travaille en ce moment sur des experts en futurologues énergéticiens, prospectivistes énergéticiens des années 70. On commence d'ailleurs à parler de changement climatique sérieusement. Et il y en a un qui me fascine, c'est un savant atomiste italien à moitié fou qui s'appelle Cesare Malchetti. Et ce Cesare Malchetti dit, en fait, le problème, ce n'est pas du tout l'innovation. Des technologies, on en a tout plein pour produire de l'énergie sans émettre trop de CO2. La question, c'est la diffusion des techniques. Et il étudie l'évolution du système énergétique. Et c'est vrai que le système énergétique global, il évolue extraordinairement lentement. Si vous prenez le charbon pour arriver à un taux de pénétration de moitié, pour attendre que le charbon représente 50% du mix énergétique global, il faut attendre ça commence au milieu du XVIIIe siècle, il faut attendre 180 ans en gros. Donc ça met énormément de temps. Pour le pétrole, si on commence le pétrole en 1860 en Pennsylvanie, il faut attendre les années 60 pour que ça atteigne la moitié du mix énergétique. Il faut attendre 80 ans. Donc, je trouve que c'est important d'avoir ça en tête. C'est-à-dire que le problème, c'est plutôt le temps que mettent les techniques à se diffuser. C'est forcément lent parce qu'il y a des capitaux, des investissements à faire, il y a des habitudes à déranger, il y a des gens qui luttent contre ce changement-là. Et donc, finalement, on peut regarder les technologies, si vous voulez, mais au fond, ce n'est pas du tout ça qui est important, quoi. C'est ce qu'il nous disait déjà en 1970. Hein. Et on peut faire exactement le même point. Et maintenant, c'est encore plus vrai, puisque, en gros, ce que nous disait le climatologue, il faut décarboner l'économie avant 2050. Donc là, on n'a même pas... encore dans les 70, on pourrait dire, bon, ben voilà, on a encore 50 ans devant nous. D'ailleurs, ils sont tous à dire, voilà, avant 2020, on n'aura pas encore on a 50 ans avant qu'il y ait vraiment qu'on sente vraiment les effets du changement climatique. Donc, on a 50 ans pour faire une transition. Et la plupart sont optimistes. Surtout, évidemment, les pétroliers. Ça, c'est assez marrant parce que le discours de la transition, là où il fonctionne très, très bien et là où il suscite beaucoup d'enthousiasme, c'est dans les départements de R&D de Exxon. Très vite, le discours est repris en disant, en fait, le système énergétique évolue par lui-même. C'est un énorme machin très difficile à gouverner. Ils n'ont pas tort d'ailleurs. Hein. C'est un énorme machin de plusieurs trilliards de dollars par an. Donc, c'est vrai que c'est un énorme machin très difficile à gouverner. Quand on réfléchit, c'est même assez insensé de penser qu'on gouverne le système énergétique global quand on y réfléchit en termes concrets. Qu'est-ce que ça veut dire au fond? Et donc, c'est un énorme machin qui évolue par lui-même. Et si le gouvernement commence à nous mettre des taxes, à vouloir nous réguler, à mettre des normes, etc., en fait, ça va faire que ralentir le processus. Ça va détraquer ce système-là, si vous voulez. Et donc, le discours de la transition devient en fait un discours du déni climatique, assez curieusement. Et il y a mais dès les années 70, il y a plein d'auteurs qui disent « Non, mais attendez, ça mettra beaucoup plus que 50 ans, vous êtes beaucoup trop optimiste. Ça met beaucoup plus que 50 ans pour décarboner l'économie. » Oui, qu'est-ce qu'il y a? Pour illustrer ça, justement, si vous voulez, je peux faire un partage d'écran parce que j'ai peut-être une courbe qui pourra illustrer ça. Donc, dites-moi si vous voyez mon écran. Oui, moi je la vois, mais... Oui, c'est bon. Est-ce que du coup, vous pourriez revenir un peu sur cette idée, vous avez dit que les transitions, on en parlait beaucoup, mais que dans la pratique, ça n'existait pas beaucoup. Du coup, J'aime beaucoup ce graphe, je l'avais jamais vu, mais il est très chouette, effectivement, parce que là c'est un point essentiel en fait qui montre ce graphe, qui est profond, moi je trouve. C'est qu'en fait, on ne parle que des machins que vous voyez, des petits dessins au-dessus. En fait, on parle que de technologie en histoire des techniques en général. En pensant, effectivement, technologiquement, il y a des transitions. Enfin, je veux dire, entre, je sais pas moi, et encore, ça va très lentement et souvent, c'est des additions. On a tendance à penser transition quand, un exemple trivial, vous prenez les aspirateurs. Là, je vois que, ah non, vacuum tube, c'est pas le vacuum cleaner, pardon. Bon, si vous prenez l'aspirateur, ça n'a pas fait disparaître les balais. On a des balais et des aspirateurs souvent dans nos appartements. Donc, déjà, les technologies ne se remplacent pas forcément les unes les autres. Des fois, elles se transforment, des fois, elles se remplacent, mais ce n'est pas toujours le cas. Et en tout cas, les flux de matière qui sont derrière ces techniques, si vous voulez, sous les techniques, il y a de la matière. Et la matière, elle n'a fait que se surimposer les unes les autres. C'est ça qui est frappant, en fait. Et c'est ce que montre bien, alors là, c'est pour l'énergie, mais ça vaut pour tout, en fait. Si vous prenez effectivement, dans les années 70, quand ils disent, voilà, on a 50 ans pour faire une transition, ils étaient à 80% de fossiles, en gros, dans le mix énergétique global. On est encore à 80%. Donc là, sur la courbe, les énergies fossiles, donc on a en bleu le gaz, en rouge le pétrole et en noir
Oui, bah là, on voit le bien charbon. que le ratio entre 75, vous voyez, et maintenant, c'est à peu près le même ratio. À quelques chouilles après, on a à peu près au même ratio de fossiles. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé depuis les 2000? Il y a eu une explosion nouvelle du charbon. Le charbon qu'on estimait être une énergie en voie d'obsolescence à cause du pétrole et du gaz, en fait, revit un nouvel essor. C'est lié à la Chine, mais pas que à la Chine. Le pic du charbon aux États-Unis, c'est 2008. C'est à 1,8 gigatonnes de charbon par an. C'est beaucoup plus que ce que les États-Unis consomment de charbon en 1945. La Chine, dans les années… Alors maintenant, ça a changé parce qu'avec le Covid et tout, les choses changent vite. Mais on était à 4,5 gigatonnes par an. C'est plus que tout ce que la France a brûlé de charbon dans toute son histoire. Donc, on n'est pas du tout dans un monde, évidemment, post-charbon. Et le charbon est autant l'énergie de c'est même plus l'énergie de la révolution Internet que l'énergie de la révolution industrielle, qui est beaucoup plus organique, en fait, quand on considère bien les Et, choses. et dans Et, ce cas-là, donc si les énergies fossiles continuent d'avoir une importance si importante, alors qu'elles ont un peu, dans notre imaginaire, un peu le statut d'énergie du passé, le charbon, on se dit, mais c'est il y a longtemps qu'on utilisait du charbon et tout ça. En fait, pourquoi on nous parle des énergies renouvelables plus que de ces autres énergies fossiles? Pourquoi on nous parle de ces nouvelles technologies plutôt que de nous dire ce avec quoi le monde tourne vraiment en termes de flux de matière et d'énergie? Pourquoi on nous parle des nouveaux biomatériaux biosourcés et pas du ciment ou du béton pour la construction, sachant que il y a, oui, il y a deux problèmes. C'est-à-dire, en fait, bon, premièrement, l'énergie est encore très carbonée, mais en plus, enfin, il n'y a pas que l'électricité, en fait. C'est-à-dire, souvent, quand on parle de transition énergétique, en France en particulièrement, on se focalise sur l'électricité, mais qui n'est qu'une toute petite partie surtout en France, il y a très peu d'émissions de CO2 liées à l'électricité, vu que c'est du nucléaire, donc ce n'est pas très intéressant. Mais donc, effectivement, pourquoi on ne nous parle pas du monde technique tel qu'il est et on parle que de l'innovation? Ben, ça, c'est une vaste question. J'ai écrit récemment un papier là-dessus sur justement la genèse de cette histoire d'âge technologique, the age of. On vit à partir de quel moment les gens se sont mis à penser l'histoire en lien avec des techniques et des matières? Ça, c'est un truc qui m'intéresse en ce moment. Enfin, j'ai écrit un petit pied là-dessus. C'est à partir de la fin du 19e siècle, c'est assez récent en fond. C'est-à-dire qu'au XVIIIe siècle, jamais les gens du XVIIIe siècle auraient pensé vivre à l'âge du bois ou à l'âge du cheval. Voilà, ça n'existait pas, quoi, évidemment, puisque c'était normal. C'est à partir, en fait, seulement de la fin du XIXe siècle qu'on commence à parler de Age of Steam, Age of Coal, et puis au XXe siècle, on va parler du Age of Oil, Age of Petroleum, Age of Electricity, Electrical Age, qui marche beaucoup. Et celui qui aura le plus de succès, mais de très, très, très loin, c'est Atomic Age. Vous connaissez Google Ngram? C'est un truc assez génial. C'est une fonction de Google qui permet de repérer la fréquence des termes dans le corpus de Google Books, ce qui est énorme, évidemment. Et donc, si vous prenez Atomic Age, c'est une expression qui est 4 fois plus fréquente que maintenant Energy Transition. Donc, Atomic Age, c'est vraiment un mot-clé, si vous voulez, des années 50-60. Et pour autant, l'importance économique du nucléaire est quasiment nulle. Enfin, c'est-à-dire, ça n'a à peu près aucune importance économique à l'échelle mondiale, le nucléaire. Donc, on voit bien à quel point le discours de l'âge est un discours purement promotionnel, enfin de propagande industrielle, en gros, pour dire les choses simplement. Les premiers à parler du Coal Age, du Electrical Age, en fait, c'est des organisations professionnelles qui publient des revues où les industriels du pétrole, du charbon, etc., d'électricité discutent entre eux, en fait. Donc, c'est vraiment un vocabulaire de propagande industrielle. Et ça a eu énormément de succès parmi les intellectuels. Ça, c'est assez frappant. Parmi les intellectuels de la fin du 19e siècle, pour plein de raisons différentes, mais d'une manière générale, c'est assez gratifiant pour un intellectuel de dire on vit dans un nouvel âge, et donc il faut tout repenser. Et notre époque n'a pas sa philosophie. Alors ça, c'était très à la mode au moment de l'électrification. Dans les années 20-30 aux États-Unis, il y a un nombre d'économistes, de sociologues, de philosophes qui disent on vit dans un monde entièrement différent à cause de l'électricité, ce qui n'est pas entièrement faux. L'électricité est quelque chose d'assez… Effectivement, imaginez un monde sans électricité, c'est assez compliqué. Et on retrouve ça avec l'écologie maintenant, c'est-à-dire on vit dans un monde entièrement différent avec la crise environnementale, il faut absolument tout repenser à cause de la crise environnementale. Mais déjà, je pense qu'il faut se méfier de ce genre de discours qui est un discours en fait beaucoup trop phasiste. Et l'histoire surtout l'histoire matérielle, encore l'histoire intellectuelle peut-être, je ne sais pas, mais l'histoire matérielle ne fonctionne pas du tout comme ça. L'histoire matérielle est faite d'addition, de symbiose, de stratification, d'empilement, et pas du tout de passage de phase à une autre. Donc, de manière générale, on a plaqué une vision de l'histoire qui pouvait marcher pour les monarchies, pour des régimes politiques, on l'a plaqué sur le monde matériel, mais ça ne fonctionne absolument pas. Et c'est lié au tropisme technologique, à la fascination pour le gadget technologique et au fait qu'on néglige les matières qui sont effectivement derrière ces technologies. Donc pour toutes ces raisons et d'autres, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pour toutes ces raisons qu'on parle que d'innovation depuis longtemps en fait.
Depuis la fin du 19e siècle, le discours sur la technique est en fait un discours sur l'innovation. Or, les deux sont très différents. Aujourd'hui, quand on dit on va parler technologie, en fait, qu'est-ce qu'on entend? On va parler, je ne sais pas moi, high-tech, on va parler informatique, on va parler intelligence artificielle, Internet, etc. Mais en fait, c'est une toute petite partie de ce que sont les techniques, évidemment, qui nous entourent. Alors là-dessus, j'ai été très influencé par un livre que je vous conseille vraiment de lire si ça vous intéresse, c'est le livre de David Edgerton, The Shock of the Old, qui est un très très bon livre d'histoire des techniques et qui fait ce point sur les technologies en disant voilà, on se focalise sur le nouveau, alors qu'évidemment, quand on regarde le monde technique qui nous entoure, on est entouré de choses anciennes qui sont hyper importantes pour l'économie et pour l'environnement, évidemment. Donc, ce que je veux dire aussi par là, c'est qu'il ne faut pas non plus être technophobe. Il y a aucune, enfin, je veux dire, en gros, il faut critiquer toutes les techniques, autant les nouvelles que les anciennes, et peut-être même plus les anciennes que les nouvelles. En général, les anciennes techniques sont énergétiquement moins efficaces, c'est vrai, que les nouvelles. Donc, ce n'est pas un argument technophobe, c'est dire qu'il faut voilà, un regard adulte sur l'ensemble des techniques qu'on utilise et les rejuger au prisme de l'impératif de la décarbonisation de l'économie. Je pense qu'il y a une participante qui voudrait prendre la parole. Oui. Donc, Églantine, est-ce que vous pouvez, je sais pas, pour la vidéo, si vous pouvez parler directement. Désolée, j'ai pas fait exprès. Ah, d'accord. Ah, d'accord, ok, pas de problème. Bon, dans ce cas, je vais reprendre. Vous avez parlé du coup de The Shock of the Old de David Edgerton. Ouais. Et justement, est-ce que vous auriez un exemple concret issu de son ouvrage, par exemple lié à l'énergie nucléaire, le fait qu'on ait eu une telle focalisation sur l'énergie nucléaire ou pendant les guerres sur certaines armes plutôt que sur d'autres, alors qu'elles étaient beaucoup plus utilisées? Alors, il n'a pas trop travaillé là-dessus, mais il fait un calcul que, bon, c'est pas le truc le plus convaincant de son bouquin, mais sur en gros, le projet Manhattan. Évidemment, on a des bibliothèques entières sur le projet Manhattan et ça a coûté extraordinairement cher pour un résultat pas très efficace. On était beaucoup plus efficace d'envoyer des raids aériens si on avait voulu détruire ces deux villes, évidemment. Il n'y avait pas d'intérêt particulier. Et même, il dit finalement, si on avait investi tout l'argent que les Américains ont investi dans le projet Manhattan, il y aurait eu beaucoup plus de bombardiers américains qui auraient pu aller bombarder le Japon, donc ça aurait pu abréger la guerre. C'est un peu pour contredire l'argument de dire, voilà, ça a permis d'arrêter la guerre d'un seul coup. Et ça, on sait que c'est faux, parce qu'en fait, c'est pas tant parce qu'on aurait pu détruire autrement les villes, c'est plutôt parce que les Japonais étaient déjà complètement acculés, ils savaient très bien qu'ils n'avaient aucune chance de gagner la guerre et il y avait déjà des tentatives pour dire qu'il va falloir négocier une armistice. Donc, peu importe cet exemple, mais si vous voulez un autre exemple assez frappant, il y avait plus de chevaux dans l'armée de Hitler qui a envahi la Russie que dans l'armée de Napoléon qui envahit la Russie, par exemple. Donc, le cheval est une technologie militaire en 1945, enfin 43. Et ça vaut pour plein d'autres aspects. La chute du cheval, la baisse vraiment. En gros, il y a encore beaucoup de chevaux en France avant 1955-60. Le pic du cheval, c'est avant la Première Guerre mondiale. Ensuite, le cheval en ville commence à diminuer à cause des tramways électriques d'abord surtout, et ensuite à cause de la voiture. Mais à la campagne, avant les tracteurs, et les tracteurs c'est après la Seconde Guerre mondiale, c'est même plutôt la fin des années 50, il y a encore énormément de chevaux. Il y a plus d'1 500 000 chevaux dans les années 50. Donc la disparition du cheval, c'est tardif. Le cheval est une énergie fondamentale pour l'agriculture. Et même, disons, les hectares et l'énergie, comment dire, on dit, ah oui, là, il y a une vraie transition. Mais non, en fait, l'énergie sous-jacente, à savoir les fourrages, elle a été transformée en autre chose, sans doute en produits agricoles qu'on mange, ou bien en bois, puisqu'il y a une reprise forestière après la disparition du cheval. Tous ces hectares qui étaient nécessaires pour nourrir les chevaux, et on en fait toujours quelque chose ensuite, quoi. Donc, c'est pour ça que l'argument de l'ancienneté des techniques et l'argument de l'addition, évidemment, sont liés, quoi. Est-ce que du coup, il y a d'autres personnes qui souhaiteraient poser une question à l'oral ou à l'écrit dans le chat? Enfin, s'il y a quelqu'un qui a envie de prendre la parole, il suffit de lever la main ou bien vous pouvez prendre la parole là maintenant pour poser une question. Eh bien, s'il n'y a personne, moi j'aurais donc une question plutôt pour revenir. Vous avez parlé de l'Anthropocène au début de cette conférence. Et donc moi j'aimerais revenir un peu sur une notion, sur cette notion un peu pour peut-être pour ceux qui sont un peu moins spécialistes dans ce domaine. Et donc, quelles sont les caractéristiques de cette période et est-ce que ce concept est réellement pertinent ou voilà pour expliquer un petit peu au public?
Donc, la notion d'anthropocène, ça a été proposé autour des années 2000 par un prix Nobel de chimie qui s'appelle Paul Crutzen, qui avait été récompensé pour ses travaux sur la couche d'ozone. Et ce qu'il voulait dire, c'est voilà, on n'est plus dans l'Holocène. L'Holocène, c'est les 11 500 dernières années. On est rentré dans une nouvelle époque géologique qui est marquée par la prédominance de l'homme sur les grands paramètres du système Terre. Alors, la force de cette notion, c'est, à mon avis, cette dimension temporelle. Ce que ça nous dit très bien, c'est que ce qu'on vit, ce n'est pas simplement une crise environnementale. Derrière le mot crise, il y a quand même l'idée d'une temporalité relativement courte. Une crise, c'est un mauvais moment à passer. Non, ce qu'on vit, c'est une nouvelle époque géologique. C'est une révolution géologique d'origine humaine. Donc, c'est cette dimension temporelle. En un seul mot, ça dit très bien tout ça. Ça dit bien que finalement, ce qu'on a enclenché, ça va détraquer le système Terre pour des milliers ou des dizaines de milliers d'années. Donc, ça nous met face à l'ampleur de ce qui arrive sur la planète. Donc, c'est pour ça que c'était un mot qui était utile et c'est pour ça que ça a eu beaucoup de succès. Après, évidemment, d'une certaine manière, c'était le pire mot qu'on pouvait trouver pour désigner la crise environnementale parce que c'est un mot qui est parfaitement vague, quoi. Et puis, ça ressasse en fait des vieux schémas néo-malthusiens. Ça blâme l'humanité en tant qu'espèce biologique. Ça renvoie à la question démographique, au fond. C'est l'anthropos, l'humanité en général, en tant qu'espèce biologique, qui fait dévier le système Terre dans une nouvelle trajectoire. On retrouve effectivement des discours néo-malthusiens qui étaient très à la mode depuis, qui ont toujours été à la mode depuis Malthus et qui sont très en vigueur dans les années 60 aux États-Unis. Et donc, on retrouve ce discours-là très, très malthusien qui blâme la démographie en général. Or, si vous prenez les causes réelles de l'anthropocène, la démographie joue un rôle, mais c'est évidemment pas du tout le déterminant majeur, quoi, puisque la population humaine augmente. Entre 1800 et 2000, elle a été multipliée par 7. Mais l'énergie s'est multipliée au moins par 50. Les émissions de CO2, je ne sais pas pour dire par combien, mais en tout cas, ça a radicalement changé entre 1800 et 2000. Donc, voilà, il y a plein d'autres grandeurs qui sont beaucoup plus explicatives de l'anthropocène. Si vous prenez encore le problème de la démographie, les pays où il y a une forte croissance démographique, c'est des pays où il n'y a pas une forte croissance des émissions de CO2. Là où il y a une très forte croissance des émissions de CO2, c'est l'Asie du Sud, et il y a très peu de croissance démographique, par exemple. Donc, il y a plein de choses qui font que ce terme-là est très problématique. Et donc, évidemment, en tant qu'historien, avec Christophe, on s'est un peu saisi de cette notion-là pour y insuffler un récit un peu plus précis de ce qui nous avait mis dans cette situation-là, quoi. Et donc, par exemple, moi, j'avais créé un chapitre sur la guerre et l'environnement pour montrer à quel point c'est pas les techniques en général, c'est certaines technologies bien spécifiques qui nous font basculer dans l'anthropocène. Il s'avère qu'elles sont souvent inventées par des militaires ou pour des militaires. Bon. Si vous prenez les pesticides, au départ, c'est des gaz de combat qu'on va reconvertir pour évidemment éliminer les insectes. Si vous prenez la pêche est entièrement transformée au XXe siècle par des technologies militaires. Le nylon, ça sert d'abord à faire des parachutes avant de faire des filets gigantesques. Le sonar, ça sert d'abord à chasser des sous-marins avant de chasser des poissons. Le GPS, ça sert d'abord à guider des missiles et des bombardiers avant de pouvoir moderniser l'activité halieutique contemporaine. Donc, plein de techniques, quand on y réfléchit, viennent en fait des militaires. Pareil, les bulldozers. En fait, il y avait des bulldozers avant, mais ils sont entièrement transformés pendant la Seconde Guerre mondiale pour devenir des armes, en fait. Donc, voilà, il y a plein de raisons plus spécifiques qui nous font basculer dans l'anthropocène que l'humanité pris en général. Et d'une manière générale, c'est difficile de faire de la politique avec une notion aussi vague et floue que l'anthropocène. Donc voilà, c'est pour ça qu'on s'en était saisi et on y avait insufflé un discours un peu critique. Alors justement, sur cette question, nous avons justement Églantine qui, cette fois, veut vraiment poser une question. Et donc, je lui propose de nous dire à l'oral sa question. Oui, alors du coup, sur le débat de l'anthropocène, je voulais savoir quel était votre positionnement sur le concept de capitalocène, qui, à mon sens, n'est pas qu'un débat sémantique, mais qui soulève un peu les causes de la crise environnementale. Enfin, voilà, je voulais avoir votre avis sur ça. Disons que c'est sûr que c'est mieux que l'anthropocène. Maintenant, pourquoi se limiter à un seul? C'est-à-dire, comment dire, je ne sais pas. Bon, il y a un truc, je pense que c'est aussi un jeu intellectuel, c'est-à-dire que c'était amusant en 2011-2012, maintenant je veux dire que je suis moins intéressé par ça. Mais Capitalocène, ça décrit effectivement le fait que si vous prenez le capital, par exemple, si vous prenez les chiffres de Thomas Piketty, le capital est multiplié par 134 entre 1800 et 2000.
Donc, c'est sûr que c'est beaucoup plus important que la population qui est seulement multipliée par 7. Donc, c'est évident que ce qui nous fait basculer dans l'Anthropocène, c'est une énorme infrastructure qui est faite de mines, de puits de pétrole, de trains, de routes, de marchés à terme, de banques, etc. Ça a quand même vachement à voir avec le capitalisme, quoi, pour dire les choses de manière assez simplement. Donc, voilà, après, je pense que la guerre, c'est pas entièrement réductible à des questions de capitalisme. C'est aussi, il y a des questions idéologiques, il y a des questions de race, etc., qui ne sont pas entièrement… Donc, le capitalisme, par exemple, n'aurait sans doute pas développé la bombe atomique et l'énergie nucléaire tout seul. Il a fallu qu'un État dise, voilà, on fait ça pour gagner la guerre. Donc, c'est pour ça que je ne pense pas qu'on puisse tout réduire non plus à la question du capitalisme. En outre, le capitalisme a eu différentes incarnations historiques. Si vous prenez le capitalisme du XVIIIe siècle, il est très agraire, en fait. C'est un capitalisme agricole. Les gens riches, ce n'est pas du tout les industriels. Et encore d'ailleurs au XIXe siècle, les gens qui ont vraiment des sous, c'est ceux qui ont des grands domaines agricoles et qui les louent à des fermiers. Et ces gens-là, ils ont plutôt intérêt quand même à maintenir la fertilité des terrains qu'ils possèdent. Et ça, moi, je le voyais bien dans les archives. Il y a longtemps, quand je bossais dans les archives judiciaires pour des affaires de pollution, j'avais été frappé de voir qu'il y avait tout plein de procès entre des propriétaires fonciers et des fermiers, donc des gens à qui on louait, enfin, qui affermaient la terre, hein. Les propriétaires fonciers poursuivaient les gens qui louaient le sol, qui avaient loué leur terrain, en disant: vous avez mal entretenu le terrain, vous avez mal fumé la terre, vous avez mal géré. Donc, il y avait vraiment une défense de la rente foncière. Et vous prenez la théorie de Ricardo sur la rente foncière, la rente, c'est lié à la fertilité différentielle des sols. Et donc, ceux qui ont des bons terrains ont intérêt à les maintenir dans cet état. Donc, c'est pour ça que le capitalisme a eu différentes incarnations. Alors, je ne dis pas que le capitalisme du XVIIIe siècle était parfaitement innocent. Enfin, je veux dire, pensez à l'épuisement des sols dans les plantations sucrières ou dans les plantations de tabac, etc. Enfin, ça existe aussi. Hein, c'est pas… Mais en tout cas, d'une manière générale, ces grands concepts, c'est bien de les respécifier dans des choses un peu plus précises. Donc, il y a un chapitre Capital Essen dans le livre avec Christophe. Et nous, ce qu'on a essayé de faire, c'était de montrer que l'Anthropocène, surtout en fait, assez tard, surtout dans la deuxième partie du XXe siècle, est lié au commerce inégal, à l'échange écologique inégal. Et ce qui était frappant, c'était de voir que si vous prenez les flux de matière à l'échelle globale, il y a un groupe de pays qui se comporte très différemment de tous les autres, c'est les pays capitalistes. L'URSS et le bloc communiste perdent de la matière. Est-ce que vous pourriez préciser ce que c'est un échange écologique inégal pour les personnes qui ne savent pas? Tout à fait. Alors, vous avez sans doute entendu parler d'échange économique inégal. Ça, c'est un truc qui était très important, qu'on étudie beaucoup dans les années 60-70. En gros, quand vous travaillez dans un pays riche, mettons que vous gagnez 15 € de l'heure, en une heure, vous achetez plusieurs heures de travail. Vous achetez une tablette de chocolat, il y a peut-être plusieurs heures de travail de quelqu'un en Côte d'Ivoire. Donc, c'est ça l'échange économique inégal. C'est qu'en fait, dans l'échange de biens, il y a une inégalité de travail. Donc ça, c'était une doctrine que les marxistes avaient beaucoup. Enfin, un problème, ce n'est pas une doctrine, c'est un problème, un vrai problème d'équité économique à l'échelle mondiale que les marxistes avaient beaucoup étudié dans les années 70. Et depuis qu'on parle plus d'environnement, on s'est préoccupé aussi de l'échange écologique inégal. Où là, c'est la valeur écologique des biens échangés qui est en cause. Alors, la valeur écologique des biens échangés, je vous avouerai que moi, je n'ai jamais été entièrement convaincu, parce que souvent, c'est des hectares fantômes, ce qui pose tout un tas de problèmes. Mais d'un point de vue très basique, vous prenez le poids de tout ce qu'on importe en Europe est largement supérieur au poids de tout ce qu'on exporte. Donc, chaque année, l'Europe importe de la matière, alors que donc elle a une balance commerciale physique qui est très déficitaire. Par contre, sa balance commerciale est excédentaire. Si on la prend en dollars ou en euros, grâce à l'Allemagne en particulier, l'Europe gagne de l'argent dans son commerce international. Et cet échange écologique inégal, en fait, ce que je trouve assez frappant, c'est que c'est un phénomène assez récent. C'est depuis les années 50. Alors, le cas de la France est assez particulier, parce que la France a toujours été un parasite. Depuis le 19e siècle, et sans doute avant, mais on n'a que des chiffres à partir de 1917, la France draine de la matière. Elle importe plus de matière qu'elle en exporte. Tout simplement parce que la France, elle importe à la fois des produits agricoles pour se nourrir, elle importe aussi beaucoup de charbon, d'Angleterre et de Belgique en particulier. Bon. Depuis le 19e siècle. Mais maintenant, alors j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais on a écrit un article avec plusieurs collègues là-dessus, où on a pris toutes les données statistiques possibles pour retracer c'est quoi le métabolisme de la France sur 2 siècles. Et maintenant, il me semble bien que la moitié de toute la matière qu'on consomme, ça vient de l'étranger. En fait. Et ça, on le voit aussi, on voit très bien quand on parle d'émissions de CO2.
Si vous prenez les émissions de CO2 nationales, elles diminuent, cocorico, c'est principalement lié au nucléaire parce qu'on a enlevé le charbon du mix électrique. Mais si vous prenez les émissions liées aux biens qu'on importe, donc l'empreinte CO2 réelle, elle est stable ou elle augmente en fait. On est à 6 tonnes par habitant de CO2 par an en prenant les émissions nationales, donc le charbon, enfin le peu de charbon, mais surtout le pétrole qu'on brûle sur place, le ciment qu'on fabrique, etc., sur place. Mais si on prend les biens importés, c'est 11 tonnes. Ça change énormément. Et ça, on n'en parle quasiment jamais. Du commerce extérieur, on en parle très peu. Quand on parle de transition écologique, transition énergétique, on va parler des renouvelables, du nucléaire, etc. Mais ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est voilà, c'est quoi la place de la France dans le commerce international? C'est ça qui est intéressant. C'est ça le genre de questions qu'on devrait discuter sérieusement. Alors, on en discute un peu avec les affaires de déforestation importée, qui est un problème important aussi. Mais c'est juste un tout petit aspect de ce problème. Je propose de donner la parole à Bertrand Séné qui lève la main, donc vous pouvez y aller. Vous m'entendez? Oui. Ouais. Parfait. Oui, alors j'avais une question, en fait, c'est sur les causes des problèmes écologiques qu'on a aujourd'hui. Il me semble qu'il y a un point qui est très important, qui est la recherche du moindre effort. C'est-à-dire que si on regarde la raison pour laquelle on utilise autant d'énergie, il y a en grande partie le fait qu'on a voulu réduire l'effort au minimum, notamment dans les transports, donc avec l'automobile. C'est une idée complètement folle de vouloir se déplacer avec un véhicule qui, en gros, se déplace simplement avec de l'énergie. On a besoin on n'a pas besoin de faire le moindre effort, quasiment. La même chose est vraie pour la construction, où effectivement, on va utiliser des camions, des grues, etc. On fait beaucoup, beaucoup moins d'efforts, ce qui est très agréable, mais ça demande énormément d'énergie. Et également dans la maison, où effectivement, on va avoir des tas de robots, des aspirateurs, etc. Est-ce que justement, une des solutions, si on peut dire, des problèmes qu'on a actuellement au niveau des ressources énergétiques, ce ne serait pas de faire passer le message, si on peut dire, qu'il va falloir refaire des efforts, au moins un peu? Alors, comment dire évidemment, ça paraît très convaincant et logique, mais en fait, quand on regarde ce que c'est que l'industrialisation, quand vous dites c'est pas beaucoup d'efforts et on veut, enfin, ça dépend pour qui, quoi. C'est-à-dire, si vous prenez l'industrialisation au 19e, 20e siècle, ça repose sur du charbon, essentiellement du charbon, avant le pétrole. Le charbon, c'est beaucoup d'efforts. Jusqu'avant les années 50, il y a assez peu de mécanisation. En Angleterre, en 1913, il y a 1 200 000 mineurs qui extraient du charbon, qui tapent toute la journée avec un piolet et qui extraient du charbon à la pelle. Donc, d'une manière générale, je comprends, ça change un peu avec l'électrification, et d'ailleurs, c'est décrit par les économistes dans les années 20-30 en disant l'électricité, c'est vraiment la chose qui transforme radicalement, parce que l'énergie devient très disponible partout, ubiquitaire. Alors qu'avant, avec une machine à vapeur, je peux vous dire que ça demandait beaucoup d'efforts. Il fallait charger le charbon à la pelle, etc., nettoyer. Donc, l'industrialisation, ça a souvent été décrit par les économistes comme effectivement la disparition du travail, quoi. Mais musculaire, j'entends. Mais en fait, le muscle est omniprésent. Surtout sur la période que je connais bien, au 19e siècle, quand on y réfléchit, la plupart des gens, ils travaillent avec une pelle. La pelle est sans doute l'objet le plus essentiel de la révolution industrielle au 19e siècle, quoi. C'est-à-dire que vous avez des pelles partout. Ils travaillent aussi, regardez dans le bâtiment, vous imaginez la masse d'efforts physiques pour construire des maisons, etc. Donc, je pense qu'il faut relativiser cet aspect-là, c'est-à-dire que, alors effectivement, on fait des choses qu'on ne pourrait pas faire auparavant, mais il y a aussi des effets rebonds, c'est-à-dire que dans le bâtiment, il y a encore plein d'efforts physiques, quoi. Effectivement, on fait des bâtiments qu'on n'aurait pas pu faire il y a 2 siècles, c'est sûr, mais il y a encore beaucoup d'efforts physiques. Donc, j'aurais tendance à dire oui, c'est sûr, il faut mieux faire du vélo qu'avoir une voiture. Ça, c'est pour faire des petits trajets, ça fait absolument aucun doute. Mais je ne voudrais pas qu'en disant ça soit finalement l'impression qu'il y ait une tendance naturelle à vouloir économiser l'effort et que c'est ça qui nous a fait basculer dans l'anthropocène. Ça me paraîtrait un peu trop désincarné, quoi. C'est-à-dire que si vous prenez la voiture, par exemple. Alors déjà, la voiture, alors pareil, ça change aussi, mais pour se payer une voiture, il faut faire beaucoup d'efforts. Il faut travailler beaucoup.
surtout pour les classes populaires européennes ou américaines dans les années 50-60. C'était une partie considérable de leur budget qui passait dans l'achat, la maintenance d'une voiture. Donc, en fait, c'était des ouvriers qui faisaient des efforts physiques souvent, qui travaillaient pour s'acheter une voiture. D'accord ? Donc, il y avait des efforts. En outre, si vous prenez le début de l'automobile, les gens n'ont pas du tout perçu ça comme un truc qui permettait de ne plus faire d'efforts. C'était perçu comme une nuisance, parce qu'évidemment, ils n'avaient absolument pas les moyens de s'acheter une voiture. C'était un luxe pour une petite partie de la population, et une nuisance pour l'essentiel du reste de la population. Il y a une haine de la voiture profonde et tenace au début de l'automobile. Dans les années 20, il y a aux États-Unis des manifestations contre l'automobile où il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui manifestent dans les rues. Il y a des bâtiments, des monuments aux enfants morts écrasés sous les roues des voitures qui sont construits, érigés en 1923 parce qu'on déteste la voiture, quoi. Donc c'est pour ça que lié, je ne sais pas, je comprends ce que vous voulez dire, mais historiquement, je ne crois pas que ce soit la recherche du moindre effort qui nous fasse basculer l'Anthropocène. C'est des intérêts beaucoup plus précis, beaucoup plus localisés qui font que il y a des voitures partout maintenant, quoi. Justement, si je peux rebondir sur cet exemple de la voiture, est-ce que vous pourriez préciser un petit peu cet exemple-là pour nous raconter en fait comment la voiture est passée de quelque chose qui était un petit luxe pour un petit nombre d'habitants et qui était l'objet donc de nombreuses protestations, les enfants qui se faisaient écraser, pour garder la propriété de l'espace urbain et tout ça, à quelque chose qui est dans le quotidien et qui est symbole de la liberté maintenant. Alors, j'allume la lumière parce qu'en fait, je me rends compte que c'est tout noir, non ? Vous devez rien voir. Oui. Je me rends compte, pardon. Voilà, ça va être un petit peu mieux. Donc, alors, l'histoire de l'automobile, effectivement, c'est souvent raconté comme une sorte d'histoire d'amour, en partie aux États-Unis, entre le public et l'automobile. Effectivement, non, ce n'est pas du tout le cas. Il faut bien voir aussi que l'automobile remplace une technologie. Ce n'était pas les chevaux, c'était en fait les tramways électriques en ville en particulier, ou les chemins de fer. Donc, il y avait déjà des techniques de transport qui étaient efficaces. Et donc, c'est critiqué dès le départ comme une technologie qui a plein d'effets secondaires, ça abîme les routes, c'est très polluant. Surtout, imaginez les voitures de 1920, la Ford T en ville, c'est quand même pas très agréable, quoi. C'est bête à dire, mais c'était une pollution très, très massive, très évidente, c'était dangereux. Et certains ont même déjà des arguments en disant mais ça va ralentir à terme le trafic. Si on se met à généraliser l'automobile, ça va être une catastrophe, il y aura d'embouteillages, etc. Donc, on a des arguments à la Ivan Illich sur la contre-productivité dès 1920. Alors, comment ça s'impose ? J'ai raconté ça plusieurs fois, mais en gros, le premier point, je pense, c'est de dire que la voiture est liée à la suburbanisation. Et la suburbanisation, les banlieues, aux États-Unis en particulier, c'est vraiment voulu, encouragé par les gouvernements conservateurs de l'entre-deux-guerres, avant Roosevelt. L'idée, c'est de dire, quand vous êtes propriétaire de votre maison en banlieue, vous avez d'autres affects politiques que quand vous êtes locataire en ville. Et donc, il y a vraiment un encouragement à la suburbanisation qui est très net parmi les élites conservatrices américaines, et la voiture fait partie de ce système-là, quoi. Ensuite, la voiture, c'est aussi un moyen de discipline sociale parce que c'est le premier produit où le crédit à la consommation se développe massivement. Si vous voulez, avant l'automobile, il y avait les riches empruntaient pour s'acheter des maisons ou pour investir, mais les pauvres n'avaient pas accès à des emprunts où c'était compliqué d'emprunter. C'était des taux ridiculement élevés. Enfin bon, ou ça se fait de manière informelle, mais en tout cas, ce n'était pas des grosses sommes. Et donc, avec l'automobile, il y a le début du crédit à la consommation, et de Ford, on retient le Fordisme, l'idée qu'on va augmenter les salaires, ce qui va permettre de solvabiliser les ouvriers. Mais en fait, Ford est aussi un des grands pourvoyeurs de crédit à la consommation pour permettre aux ouvriers d'acheter ces voitures. Et ça, c'est extraordinaire parce que une fois que vous avez un crédit à la consommation et que vous devez payer des traites, vous êtes obligé de faire vos semaines complètes. Or, Ford en particulier avait des difficultés à stabiliser sa main-d'œuvre. Il y a un fort turnover dans ses usines parce que c'était assez embêtant de travailler à la chaîne, quoi. Et les gens qui faisaient des voitures, au départ, c'était des ouvriers très qualifiés dans des petits ateliers. C'était un boulot intellectuellement excitant. Et donc, ça devient quelque chose d'assez aliénant. Et le crédit à la consommation sert aussi à discipliner la main-d'œuvre.
Alors ça, c'est un premier aspect de discipline sociale. Et je dirais qu'après, il y a un aspect plus conjoncturel, mais l'histoire est assez amusante à raconter. Je vous ai dit, il y avait une technologie, c'était les tramways. Et dans le cas américain, mais ce n'est pas le cas partout, dans le cas américain, il y a eu une sorte de petit complot contre les tramways aux États-Unis dans l'entre-deux-guerres. Il y a une loi antitrust qui est votée, qui s'appelle le Wheeler and Rayburn Act en 1935, qui oblige les grands conglomérats électriques qui possédaient les compagnies de tramway, General Electric, Intel, etc., qui possédaient des grands réseaux de tramway, à vendre leur ligne de tramway. Alors, c'était une loi antitrust, on peut imaginer que c'est bien de casser les monopoles, mais là, ça a eu une conséquence assez catastrophique, c'est qu'en fait, ces entreprises, elles n'étaient pas rentables prises individuellement. Et donc, elles vont être achetées une bouchée de pain par Standard Oil, General Motors et Firestone, donc l'industriel du pneu, de l'essence et de la voiture. Et évidemment, le cœur de leur business model, ce n'est pas de faire tourner du transport collectif électrique. Et donc, ils vont s'employer à démanteler ce réseau de tramway. Alors qu'il y avait un énorme réseau de tramway. Toutes les villes, même moyennes aux États-Unis, avaient des tramways. Il y avait 35 000 kilomètres de lignes de tramway électrifiées en 1905. Des milliards de voyages par an pour les tramways. Donc, c'est vraiment une technologie massivement utilisée et tout va être fait pour encourager les Américains à utiliser la voiture. Donc, c'est pour ça que c'est si tôt aux États-Unis aussi, la pénétration du tramway. Bon, c'est un pays qui est plus riche aussi, c'est lié à ça. Mais dès 1928, avant la crise de 29, aux États-Unis, plus de la moitié des foyers sont équipés de voitures. Et en Europe, il faut attendre les années 60, en fonction de la richesse des pays, pour avoir des taux d'équipement équivalents, quoi. Donc, c'est passé beaucoup plus tôt aux États-Unis. On a un exemple, moi, que je trouve intéressant, c'est le cas de la Suisse, où entre 1910 et 1928, il y a eu 10 référendums pour ou contre la voiture, et par 10 fois, alors c'est le canton des Grisons, à l'est de la Suisse, par 10 fois, les habitants du canton des Grisons ont dit non, on ne veut pas de voiture. Donc ça, c'est assez frappant de voir que non, il n'y avait pas du tout d'attrait comme ça, en disant on veut des voitures parce qu'on est des paresseux, pas du tout. Les Suisses avaient entièrement... Et d'ailleurs, ils avaient des bons arguments. Ce n'était pas un argument technophobe, c'était de dire les voitures, ça abîme les routes. Donc, il va falloir qu'on paye des impôts pour entretenir nos routes. Ça fait une concurrence aux chemins de fer. Or, la compagnie des chemins de fer suisse, c'est une compagnie nationale. Et donc, c'est aussi un truc qu'il va falloir subventionner. Et puis, effectivement, c'est polluant, ça fait des accidents, etc. Et ils autorisent par contre les camions. Ça, c'est un truc que moi, je trouve intéressant. Un camion, c'est vrai que ça rend service à l'économie en général. C'est plus pratique pour transporter des charges qu'une voiture à cheval, quoi. Ça fait aucun doute. Par contre, pour transporter des humains, ça se discute, ça devient plus discutable. Que des trains, j'entends, et des tramways. Vous avez dit du coup plusieurs fois que c'était conjoncturel, c'est-à-dire que c'était arrivé parce qu'il y avait eu certains événements qui avaient été mis en œuvre, il y avait certaines forces politiques, certaines forces économiques qui s'étaient arrangées, certains rapports de pouvoir en fait qui s'étaient organisés pour faire passer la voiture, pour rendre la voiture, pour lui donner la place qu'elle a maintenant. Mais du coup, si c'était conjoncturel, ça veut dire que le chemin qu'on a suivi, d'une certaine manière, c'était pas le seul possible en fait. Ça veut dire qu'en fait, on n'est pas sur une trajectoire un peu linéaire où on se dit bon bah finalement on a un progrès qui avance, on passe d'un stade A à un stade B puis à un stade C et puis on avance petit à petit et on devient de plus en plus moderne. Le progrès avance, nous emmène avec. C'est qu'en fait il y a à chaque fois plusieurs possibilités qui existent et que bon bah il y en a une qui va être choisie et on va oublier les autres. Est-ce que c'est quelque chose qui vous l'avez très bien expliqué. Vous l'avez parfaitement expliqué. Donc, non, c'est exactement ça. On aurait très bien pu imaginer un développement économique avec nettement moins de voitures. Ça aurait peut-être été une société moins riche. Est-ce qu'elle aurait été fondamentalement plus malheureuse? C'est pas du tout dit. Quand on voit tous les problèmes liés à l'automobile, à l'extension des zones urbaines, etc., c'est pas évident que des villes plus resserré, bien relié par des réseaux de chemin de fer. Il y avait un réseau de chemin de fer absolument hallucinant en Europe avant les années 50. Il y avait toutes les petites villes étaient reliées par le train. On aurait pu imaginer une modernisation de ce système ferroviaire-là avec des trains électriques efficaces, etc. Enfin, on aurait pu imaginer, oui, je trouve, un tout autre type de développement économique sans l'automobile générale, avec peut-être des camions, je ne sais pas, mais en tout cas, pas avec l'automobile individuelle. Alors, vous allez me dire, ça aurait fait que ralentir la dynamique de l'anthropocène. C'est vrai, parce que la voiture, c'est qu'un seul aspect de ce que c'est que la modernité. Et il y a plein d'autres aspects qui sont consommateurs de fossiles, évidemment. Mais c'est un aspect important quand même.
Parce que la voiture, quand on y réfléchit, en fait, c'est quand même la pièce centrale, parce que la voiture, c'est aussi le ciment, au fond. Ce qui consomme le plus de ciment, et le ciment, c'est un des plus gros émetteurs avec l'acier dans l'industrie de CO2. Vous prenez le ciment et l'acier, vous avez l'essentiel du CO2 industriel, en fait. C'est vraiment énorme. Mais le ciment et l'acier, c'est souvent pour faire du béton armé, pour faire du béton et du béton armé, et ça, c'est vachement lié quand même à l'expansion urbaine. Les routes, j'ai un étudiant qui s'appelle Nelo Magalès qui travaille sur l'histoire du béton au XXe siècle. Alors, j'ai plus le chiffre en tête qu'il m'avait donné, mais en gros, les routes, c'est plus de la moitié de tout le ciment qu'on utilise, en fait. C'est énorme. C'est les infrastructures qui pèsent le plus, ces grandes infrastructures routières. Tous les bâtiments, etc., qui sont très massifs, etc., c'est pas plus que les routes, quoi. Et en tout cas, tous ces grands bâtiments, on les construit aussi parce qu'il y a de la place qu'on gagne grâce aux routes, quoi. C'est-à-dire que c'est évidemment lié. Donc, je pense que oui, la voiture a un rôle absolument crucial dans l'Anthropocène et on aurait pu imaginer un développement moindre, c'est sûr, ça aurait été une société où il y aurait moins de PNB, c'est probable. Après, en termes de bien-être, de pollution, etc., on aurait gagné aussi par ailleurs, quoi. Du coup, est-ce qu'il y a peut-être dans le public des personnes qui voudraient poser des questions? Dernier argument sur l'histoire des voitures, parce que c'est un exemple paradigmatique quand même, c'est vrai. Si vous prenez le développement des banlieues aux États-Unis, je vous ai dit que c'était un moyen de contrôle social dans les années 30. Dans les années 50-60, ça se développe très fortement parce qu'il y a des énormes investissements routiers et autoroutiers, en particulier le National Interstate, donc un système interétatique d'autoroutes, des highways. Et ça, c'est financé sur deniers publics. C'est une somme énorme, c'est 70 milliards de dollars en 1956, c'est sous Eisenhower. Pour vous donner un point de comparaison, le projet Manhattan, c'est 2 milliards. On parlait de la bombe atomique, donc vous voyez, c'est beaucoup plus que le projet Manhattan. Et ce réseau interétatique, il est financé alors qu'il y a au Congrès, ça fait jaser en disant est-ce que vraiment c'est bien de dépenser autant d'argent public pour la voiture. Et c'est justifié pour la guerre froide, en fait, en disant il faut déconcentrer l'économie américaine, l'industrie américaine, pour la rendre plus résiliente face à une attaque nucléaire soviétique. Donc, il y a un effort qui est parfaitement coordonné, ou même on donne des… En gros, c'est un moment où il y a encore des matériaux stratégiques et donc les entreprises doivent postuler pour avoir le droit d'avoir accès à du zinc, je ne sais quoi, des matériaux stratégiques qui sont rationnés encore. On encourage les industriels à aller loin des grandes zones industrielles classiques du nord-est américain en leur donnant un accès privilégié à ces matériaux stratégiques et puis en construisant cet énorme système autoroutier. Vous voyez, c'est une fois encore, oui, peut-être qu'à partir des années 60, les Américains voulaient avoir des pavillons avec un joli petit gazon vert et avoir une voiture, c'est probable même. Pour reprendre la question qui a été posée de Bertrand Séné, il a raison, c'est probable. Mais ça, c'est possible que parce qu'il y a ces investissements publics, ces routes, etc. Et là, il y avait quand même prise sur ce choix-là, quoi. Donc ensuite, s'il n'y a pas de questions du public, qu'est-ce que au niveau des questions des solutions en fait pour notre situation actuelle, puisque vous avez dit que la transition parfois c'est des discours qui sont biaisés et qui du coup potentiellement la transition ne serait pas la solution et ne semble pas forcément possible à court terme. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce que vous pensez par rapport aux solutions pour l'avenir? Franchement, je ne suis pas compétent pour parler des solutions pour l'avenir. Et la transition, si on la définit convenablement, pourquoi pas? Enfin, je n'ai pas une obsession sur ce mot-là. Je disais simplement, c'était marrant de voir comment ça émerge dans les années 70. Peut-être. Enfin, du coup, nous, en tant que chercheurs ou enseignants ou ingénieurs, qu'est-ce qu'on peut faire pour contribuer à une vraie transition, du coup, d'un point de vue matériel et énergétique aussi, parce que c'est ce qui compte d'une certaine manière scientifique. Enfin, oui, c'est ce qui compte matériellement pour le côté écologique, outre les considérations sociales et politiques qu'il faut aussi poser. Mais du coup, comment on peut contribuer à une vraie transition sans jouer le jeu des grandes industries du pétrole, par exemple, qui veulent nous vendre une transition sans jamais la faire, ou ce genre de choses? Je pense qu'avoir un regard ne serait-ce qu'un peu critique sur les solutions high-tech, ça peut être utile, effectivement. C'est-à-dire que je pense que quand on est ingénieur, c'est sans doute plus excitant de travailler pour des choses high-tech, etc. Et c'est bien d'y rajouter un vernis de transition. Mais il faut se dire que la plupart de ces objets high-tech ne remplacent pas les anciens, que souvent ils sont très connus, très consommateurs de matières premières, d'électricité, de tout ce que vous voulez. Et donc,
voilà, je pense que, mais après, imaginez que comment dire, vous allez œuvrer pour la transition. Je sais pas comment dire. Je pense qu'il y a votre métier, puis il y a surtout votre engagement citoyen, et c'est que c'est là où on peut agir en fait concrètement. Et comment dire, j'ai toujours un problème sur l'idée que voilà, c'est quoi les solutions quoi. C'est-à-dire, je suis devenu très pessimiste avec l'âge, c'est déprimant en fait, mais je me rends compte que cette idée qu'il y a une solution me paraît maintenant être, même des solutions, on va dire, me paraît super, super problématique et très, même très douteuse quand on y réfléchit, parce que ça donne l'impression que voilà, il y a une solution à portée de main. Si on n'y arrive pas, c'est qu'il y a des méchants. Ça me paraît être trop nous exonérer nous-mêmes aussi, nos modes de consommation, etc. Donc, je ne sais pas que vous dire. J'ai du mal à répondre à cette question. Dans ce cas-là, on peut prendre. Il y a Alice qui levait la main. Donc, Alice, vas-y, tu peux prendre la parole si tu veux. Alors, Bertrand Séné aussi avait une question, je voyais. Ouais, on va prendre dans l'ordre D'accord. Alice, puis Marconte, puis Bertrand Séné. Bonjour, merci pour votre présentation. Moi, j'aimerais rebondir sur ce que vous avez dit il y a 5 minutes, lorsque vous mettiez en évidence le rôle qu'avait joué la rivalité de guerre froide dans le développement, dans les choix de développement technologique américains. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, à l'aune, par exemple, d'une future rivalité technologique, économique entre les États-Unis et la Chine, on pourrait imaginer vous avez déjà parlé des limites de ce mot, mais une forme de transition écologique qui soit drainée par une forme de rivalité géopolitique? Alors, sincèrement, non. C'est-à-dire, je pense que le fait militaire et le fait stratégique est extraordinairement énergivore. Et quand on entend la Chine qui dit voilà, elle veut décarboner son économie avant 2060, donc en fait, ça va surtout passer par du nucléaire. Donc c'est quelque chose d'assez classique au fond. C'est ce que la France a fait après le choc pétrolier de 73. C'est très très banal. C'est ça, c'est pas beaucoup plus que ça, quoi. Alors, décarboner l'économie, c'est encore autre chose. Ça, c'est peu probable qu'ils y arrivent, mais en gros, ils veulent réduire la part des fossiles dans leur approvisionnement énergétique. Et ça peut faire sens en termes militaires et stratégiques aussi. Parce que c'est vrai que le pétrole en Chine, ils ne sont pas super bien connectés avec les flux pétroliers. Il y avait des grands gisements qui ne sont pas non plus très abondants. Enfin, ça va finir par s'épuiser à terme. Et donc, c'est important d'économiser le pétrole aussi pour des raisons stratégiques et militaires. Donc, c'est pour ça, imaginer qu'il y a une sorte de rivalité et que ça passe par l'écologie me semble être vraiment optimiste, quoi. J'entends une vraie rivalité stratégique où la question, c'est qui va dominer la mer de Chine et qui pourrait gagner une bataille navale au large de la Chine. J'entends vraiment ça. Hein. C'est-à-dire après, que pour parader à l'ONU, etc., c'est sûr, c'est bien de dire qu'on va décarboner avant toi, avant moi, etc., mais ce n'est pas fondamental. D'accord, merci. Oui, ensuite, on avait Marcondes. On n'a aucune idée de comment décarboner les systèmes militaires. C'est-à-dire ça, c'est vraiment quelque chose, ce sera la dernière chose qu'on va décarboner parce qu'on ne connaît pas de choses plus efficaces que le kérosène pour faire tourner des avions de chasse, etc. Et c'est compliqué d'imaginer un autre carburant. Et dans le fait militaire, historiquement, désolé, je reviens à l'histoire, mais il y a eu une tendance à l'exubérance énergétique des militaires. C'est-à-dire quand l'enjeu c'est de tuer, de ne pas être tué, c'est sûr que l'efficacité énergétique, on n'avait rien à faire. C'est pour ça que les dispositifs les plus énergivores, typiquement un avion à réaction, évidemment, ça vient des militaires, quoi. Pardon. Pas de problème. Du coup, ensuite, on avait une question de Marcondes. Donc, si la personne veut bien prendre la parole. Après, je reviendrai sur le bois, la question. Oui, sinon, oui, il y avait aussi la question dans le chat. Marcondes, on ne t'entend pas, donc peut-être qu'il faut que tu réactives ton micro. Voilà, est-ce qu'on m'entend? Oui, c'est bon. Merci. Ok, merci beaucoup. Je voulais poser une question, mais je ne sais pas à qui elle s'adresse, si c'est à Jean-Baptiste Fressos ou c'est aux organisateurs aussi de cette conférence, parce que moi, ce que je remarque encore, je travaille dans l'éducation au développement durable, et il y a encore fortement répandu une vision de l'environnement et qui est une vision purement sciences physiques et chimie. La physico-chimie du réchauffement climatique, par exemple, hein, quand on demande de la vulgarisation sur le réchauffement climatique, des intervenants peuvent y passer 40 minutes à décrire le phénomène physico-chimique du réchauffement climatique.
Et les 5 minutes qu'il leur reste, si on leur donne 45 minutes, 5 minutes qu'il leur reste, ils vont passer directement aux petits gestes individuels. Voilà. Solution au problème physico-chimique, c'est que chacun, chez soi, diminue son chauffage. C'est une ignorance totale hein, de l'histoire de l'environnement. Je voulais d'une part saluer ce qu'ont fait Jean-Baptiste Fressos et tous les historiens de l'environnement. C'est quand même extraordinaire ce qu'ils ont fait, mais c'est encore très très peu diffusé. Hein. Le film qui est passé sur Arte, qui pour moi était vraiment une date historique, que Arte passe, ce documentaire qui a été fait sur le livre hein, de Jean-Baptiste et de Christophe Bonneuil, mais c'est sur Arte à 11h du soir. Moi, je le diffuse. Hein. Moi, je le diffuse partout. Je fais des formations de développement durable. Je diffuse. Je l'ai téléchargé. Je le diffuse à toutes les personnes que je croise. Mais ça reste quand même une vision encore des sciences de la nature et une ignorance assez phénoménale de l'histoire humaine, de l'histoire qui nous a menés là, et même ne serait-ce que du questionnement de l'histoire de l'humanité qui nous fait arriver à ce point-là de destruction. Et ma question était, qu'est-ce qu'il en est de l'enseignement des ingénieurs, par exemple dans les écoles d'ingénieurs, dans les matières scientifiques, en sciences dures, en sciences de l'environnement? Est-ce que, parce que j'entends beaucoup, je suis par ailleurs co-organisatrice d'un colloque en sciences de l'environnement, j'entends tous les ans les institutions qui sont nos partenaires, École des Ponts, l'Université Paris-Est-Créteil, les représentants d'institutions venir dire qu'en sciences de l'environnement, il faut de la transversalité avec les sciences humaines. Il faut intégrer les sciences humaines dans les cursus. Je voudrais savoir où ça en est. Est-ce que vous êtes formés? Est-ce que vraiment les ingénieurs ou les futurs producteurs de sciences ont accès à l'histoire de l'environnement, à l'histoire de l'humanité tout simplement? Jean-Baptiste l'a dit au tout début, c'est tout simplement l'histoire. Voilà ma question. Merci beaucoup pour votre question. Effectivement, c'est peu une question pour les étudiants qui nous écoutent, effectivement, c'est vrai. Moi, j'enseigne un petit cours à l'école des Ponts. Voilà, donc je fais. Et c'est vrai que c'est tout petit, hein, c'est sûr. Il y a des initiatives pour que ça soit. Alors, je pense que c'est bien que ce soit étudiant, mais il faudrait que ça soit au lycée, au collège, là où tout le monde passe, quoi, en gros, que ça soit un peu dans un programme plus général. Il y a des initiatives qui vont dans ce sens. Il y a une tribune qui va paraître en disant voilà, on voudrait 1 heure de formation aux enjeux environnementaux au collège. Voilà. Le danger, c'est que ça devienne une sorte d'éducation civique bis, que vous disiez les petits gestes, machin. Donc c'est sûr que ça ne serait pas très productif, ni super intéressant et très ennuyeux pour les étudiants. C'est surtout ça que je les plaindrais si c'était ça. Mais en tout cas, il y a des initiatives qui vont dans ce sens. Je ne sais pas ce que ça va donner, on va voir. Ce qui est sûr, ce qui me semble important, je pense que c'est très important l'éducation, parce que imaginez que les jeunes vont être écolos parce qu'ils sont jeunes, ça me fait mais doucement rigoler, quoi. Souvent j'entends ça et j'en profite qu'il y ait des jeunes pour dire que ça me fait doucement rigoler. Mais c'est ah oui, les vieux, d'accord, ils ne savaient pas, mais les jeunes, ils ont conscience, ils sont beaucoup plus sensibles. Souvent on entend ça quand on est entre vieux, en fait. En disant finalement les jeunes vont nous sauver parce qu'ils sont beaucoup plus conscients. En fait, quand vous regardez des sondages, choses comme ça, ce n'est pas du tout le cas. Récemment, il y avait un eurobaromètre qui montrait qu'en fait, les personnes âgées pensaient que le changement climatique est quelque chose de très grave, davantage que les jeunes, par exemple, en Europe. Bon, surprenant. Si vous prenez alors, des jeunes ingénieurs très diplômés qui font des manifestes pour l'environnement, il y en a, c'est très bien. Mais si vous prenez le palmarès des grandes entreprises dans lesquelles les jeunes ingénieurs veulent travailler, c'est assez effrayant. Hein. C'est Airbus, Dassault, ça reste quand même les gros machins qui polluent, quoi, en général. Donc, il y a, pour les écoles de commerce, c'est pareil, quoi. C'est des grandes entreprises qui sont de fait très polluantes. Il y a les trucs high-tech, évidemment, aussi. Donc, voilà, il y a un énorme écart entre le discours sur la jeunesse et puis, je pense, les aspirations économiques légitimes des jeunes, quoi. Enfin, il y a aucun, c'est normal, c'est pas du tout une critique. Hein. Mais c'est vrai que c'est un point important, ça passera par la formation, quoi. C'est pas la jeunesse toute seule qui va changer, il faut qu'il y ait des formations. Et je pense que c'est même avant l'université qu'il faut, à vrai dire, faire ça, quoi. C'est pas, pour expliquer des choses relativement simples, il n'y a pas besoin d'avoir fait des mathématiques très poussées, au fond, hein, pour expliquer pour les questions de biodiversité. Pareil, c'est des choses quand même qui sont assez intuitives, que les pesticides tuent les insectes, ça paraît quand même normal, quoi. Donc, c'est vrai que c'est des enjeux qu'il faut travailler tôt. Voilà, je sais pas. Pour répondre du côté organisateur, du coup, merci beaucoup pour cette question parce qu'on partage tout à fait votre point de vue. Et justement, nous, à Terre, on a tout un groupe de travail qui est sur le changement des formations à l'ENS Paris-Saclay pour inclure les enjeux socio-écologiques
Donc, parce qu'on pense que les enjeux environnementaux et sociaux sont liés pour justement que ce soit fait de diverses manières, notamment à partir d'un tronc commun à tous les départements de l'ENS, parce qu'on a des spécialisations. Par exemple, moi, je suis dans le département de physique. Et donc, voilà, pour qu'on ait tous un tronc commun là-dessus et qu'ensuite, dans chaque discipline, on ait aussi des spécialisations. Donc, par exemple, si je suis en physique, on pourrait avoir de la physique et de la chimie de l'atmosphère pour le coup, parce que ce serait cohérent avec mon parcours, mais en même temps avoir une introduction à l'histoire de l'environnement, à l'histoire des sciences et des techniques, ce genre de choses aussi. C'est vraiment au cœur de nos préoccupations. Voilà. D'ailleurs, pour ceux qui sont de l'ENS et autres, n'hésitez pas à nous rejoindre. Si je peux me permettre un petit message de publicité, c'est que nous organisons avec l'Université Paris-Est Créteil dans les jours qui viennent un colloque Journée scientifique de l'environnement où il y aura des ateliers participatifs pour les étudiants, ça concerne les 4 ou 5 masters, où les questions leur seront posées dans ce sens. En tant que futurs producteurs de sciences ou futurs ingénieurs, qu'est-ce qu'ils s'attendent dans un monde de crise environnementale majeure? Qu'est-ce qu'ils attendent des sciences dans le futur et quelle sera leur responsabilité en tant que producteurs de sciences dans le futur? J'ai mis un petit lien, je ne sais pas si j'ai réussi à le faire passer. N'hésitez pas à nous l'envoyer sur la page Facebook. C'est bon, je viens de le recevoir. D'accord, ok. Je le transmettrai. Merci beaucoup. Merci. Du coup, pour ne pas oublier, il me semble qu'il y avait une question sur l'histoire des forêts qui avait été posée. On a plusieurs questions encore. Ouais, vas-y, Eva. Pardon. Alors, donc c'était Bertrand Séné qui reposait une deuxième question. Pourriez-vous parler de l'histoire du bois qu'on considère aujourd'hui comme un matériau écologique alors qu'il est aisément épuisable? Alors, pourquoi j'avais dit que c'est intéressant? Ah oui, en fait, moi, ce qui me frappe autour de la question des forêts et du bois, c'est à quel point ça a été présenté comme une solution face au changement climatique. La forêt devient l'arme contre le changement climatique. On voyait bien ça en particulier chez le Premier ministre australien Scott Morrison, qui, avant les grands incendies, évidemment, les méga-feux de l'été dernier, expliquait qu'il allait planter 1 milliard d'arbres pour lutter contre le changement climatique, sachant que l'Australie, évidemment, est un des grands exportateurs, sans doute le plus grand exportateur de charbon au monde. Donc, c'était assez frappant de voir à quel point on retrouvait là des vieux discours sur la forêt salvatrice, quoi. Donc, on fait peser énormément d'espoir sur la forêt depuis longtemps. Tout le bouquin sur le changement climatique, là, que je viens de publier avec Fabien Locher, c'est en fait des débats qui ont trait essentiellement en fait, à la question de la forêt et de son lien avec le climat. Et la forêt a toujours, depuis la fin du XVIIIe siècle, est pensée comme vraiment quelque chose d'extraordinairement important pour les équilibres planétaires, les équilibres du cycle de l'eau et maintenant du cycle du carbone. Donc là, on voit un intérêt de l'histoire, on voit à quel point des solutions, une fois encore présentées comme nouvelles, en fait, héritent de vieux discours sur l'environnement. Et c'est évident que pour comprendre les discours environnementaux contemporains, l'histoire, c'est utile aussi. Ne serait-ce que pour aussi critiquer les discours environnementaux contemporains. Moi, je suis frappé aussi de voir à quel point on retrouve, par exemple, des vieilles tropes néo-malthusiennes dans les notions d'empreinte écologique, empreinte environnementale. Quand on entend dire « Ah oui, il faudrait 4 ou 5 planètes pour vivre, pour accueillir l'humanité ». En fait, on fait un calcul extrêmement tordu. On imagine la quantité de forêt qu'il faudrait pour capter le CO2 qu'on émet. Mais de ce fait, en fait, on parle pas... Enfin, c'est pas qu'on a besoin de 4 ou 5 planètes, c'est qu'on a besoin de moins de capitalisme industriel et moins de capitalisme fossile et moins de CO2. Mais c'est pas qu'on a besoin de 4 ou 5 planètes. La planète est largement assez grande pour nourrir les humains, tous les humains. Donc, on retrouve en fait des vieilles tropes sur l'angoisse de la croissance démographique, qui s'est toujours adressée en fait aux pauvres, concrètement, recyclées à travers la question du changement climatique. Et ça me semble très problématique. Parce que l'augmentation de l'empreinte écologique, si vous regardez les calculs faits par ces gens qui font ça, en fait, ce qui augmente très fortement, c'est le CO2. Ce n'est pas du tout les autres paramètres. Il y a de la déforestation, etc. Mais de fait, ce qui fait exploser le fait qu'il nous faut 3 ou 4 planètes, c'est à cause du CO2. Donc voilà, c'est un exemple où ça me semble important aussi d'avoir un regard un peu historique sur ces questions. Alors, pour ce qui est du bois comme matériau écologique, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que si on veut remplacer tous les sacs plastiques, les trucs comme ça, par du papier, donc par de la forêt, ça va faire lourd, ça va être compliqué. Et il y avait des papiers récents dans le monde qui montraient en fait les forêts françaises, elles étaient bien exploitées. On n'a jamais consommé autant de bois que maintenant. Là, pour revenir sur la question de l'addition, c'est maintenant en fait qu'on consomme le plus de bois. C'est pas au XVIIIe siècle. Tout simplement parce qu'on a besoin de moins de surface agricole.
parce que l'agriculture est plus intensive, plus productive, et donc on a plus de forêts, et donc on peut exploiter davantage le bois. Et puis aussi parce qu'on a des moyens techniques, je sais pas, des engins forestiers qui permettent d'avoir accès à des forêts auxquelles on n'avait pas accès auparavant. Donc évidemment qu'on consomme de plus en plus de bois, et imaginez qu'on va faire en gros à l'identique ce qu'on fait avec le plastique avec du bois, c'est vraiment une illusion. Et pourtant ça existe. Moi j'ai participé à des colloques où on nous expliquait, voilà, on va faire une chimie verte, et cette chimie verte, elle dépendait de la cellulose du bois, massivement, mais les ordres de grandeur ne correspondent pas du tout en fait entre ce que la forêt pourrait nous fournir durablement sans esquinter trop les écosystèmes et les consommations de plastique et autres. Alors, en fait, pour revenir là sur la question de la responsabilité un peu et le côté du néo-malthusianisme, dans le fait de dire que c'est de la faute de la démographie, c'est de la faute de la hausse de la population si on est dans un problème climatique et c'est ça qu'il faut traiter. En fait, c'est une bonne manière quand on est notamment dans les pays du Nord, dans les classes sociales dominantes, de dire en fait, c'est pas de nous que vient le problème il est ailleurs. C'est une bonne manière de se déresponsabiliser, alors que quand on regarde les empreintes écologiques, justement, quand on regarde un peu en différenciant selon les classes sociales, les personnes qui polluent le plus de toutes les manières possibles, mais entre autres via les émissions de gaz à effet de serre, ce sont bien ceux qui ont en général un capital plus élevé, des positions de pouvoir et ce genre de choses. Et c'est de la même manière, avec les échanges écologiques inégaux, les pays du Nord qui vont apporter des produits qui produisent des dégâts sur l'environnement et qui vont être imputés aux pays où ça a été importé. Voilà. Et sinon, du coup, on a une autre question qui portait du coup, sur la question un peu de la transition, mais en fait, est-ce que vous auriez, c'est Rousseau qui a posé cette question-là, c'est y a-t-il un ou des exemples dans l'histoire contemporaine où des sociétés ont renoncé à des technologies, usages pratiques, leur apportant un gain de temps, énergie, confort pour la préservation de l'environnement? Pas à ma connaissance. Ça m'intéresse, une question que je me suis déjà posée, mais c'est vrai que je n'ai pas de bons exemples. Alors, il y aurait plusieurs façons de voir les choses, c'est-à-dire on a renoncé à plein de techniques parce que c'est trop dangereuse. Ça existe. Et c'est massif, c'est-à-dire que si vous regardez, en fait, la plupart des techniques ne sont pas développées. Soit parce qu'il s'avère qu'elles ne sont pas rentables. L'histoire est un cimetière d'innovation qui n'a pas marché, l'histoire des techniques. Alors, un exemple complètement saugrenu, mais que j'avais trouvé marrant, c'est milieu 19e siècle, on propose de remplacer l'eau qu'il y a dans les machines à vapeur, dans les chaudières à vapeur, par de l'éther. Parce que l'éther, ça se vaporise à des températures beaucoup plus basses, et donc il y a besoin de mettre beaucoup moins de charbon pour... Sauf qu'évidemment, vous imaginez que faire chauffer l'éther dans des chaudières à vapeur, dans des bateaux à vapeur, ce n'est pas une très bonne idée. Et alors, on en fait, et puis il y en a un qui explose, le bateau Le France, qui est présenté comme la prouesse technologique des Marseillais, dans le au large de Marseille, et puis on n'entend plus parler des chaudières à vapeur à éther. Bon, donc ça existe, des technologies qui sont trop dangereuses et qu'on laisse tomber. Il y avait aussi, par exemple, l'usage civil de l'atome, qui est quelque chose qui est vraiment poursuivi dans les années 60 aux États-Unis et surtout en URSS, où on va utiliser la bombe atomique pour faire des excavations, par exemple. Pour creuser un trou, c'est assez efficace, en fait, une bombe atomique en volontaire et sous terre, pour creuser des canaux, etc., pour extraire même du gaz, du pétrole. On envisage d'utiliser des explosifs atomiques. Donc ça, en tout cas, pour l'instant, on ne le fait pas. Cela dit, en 2008, vous êtes trop jeune pour vous en souvenir, mais en 2008, il y avait des discussions sur est-ce qu'on ne ferait pas installer des centrales nucléaires pour aller exploiter les schistes bitumineux d'Alberta. Un pétrole très lourd, très compliqué à extraire, qui est très intensif en énergie à extraire, et donc utiliser l'atome pour extraire. Vous voyez, donc ça a été encore, c'est pas une bombe atomique, évidemment, c'est quand même nettement moins grave, mais on est quand même sur des choses assez impressionnantes qu'on a envisagées. Ce à quoi on aurait renoncé pour des... Alors, c'est pas une question de confort, c'est un mauvais exemple, mais par exemple, tout ce qui est coal to fuel, en gros, la liquéfaction du charbon, la transformation du charbon en pétrole, c'est possible, techniquement, on sait faire. C'est tellement polluant qu'aux États-Unis, ils ont renoncé à le faire massivement, en tout cas, les synfuels. Voilà, en 73-74, au moment du choc pétrolier, c'était possible de faire ça. Ils n'ont pas fait. Je n'ai pas d'exemple super frappant où, en gros, vous avez un truc très confortable, super, et on ne le fait pas. Peut-être que
vous avez peut-être des exemples où au contraire, il y a une vraie, du coup, des vrais gros changements technologiques, mais qui sont plus dus à une contrainte. Enfin, j'avais en tête l'exemple de Cuba, peut-être, qui Ah a oui. réalisé une transition énergétique, on peut le dire, d'un point de vue matériel, pour le coup, mais pas volontairement. Mais pourtant, ils s'en sont plutôt bien sortis, enfin, Ouais. d'un certain point de vue. Enfin, C'est dur, quoi. oui. Non, c'est-à-dire, en fait, c'était ça aussi, c'est également. Enfin, je me souviens d'avoir écrit ça quand j'étais plus jeune. Mais en gros, si vous regardez vraiment là où les émissions de CO2 ont baissé, plutôt que de parler de transition dans l'astrait, etc., en disant on va faire une transition, on va regarder là où ça a vraiment baissé massivement. Pas la France dans les années 80 où ça a un petit peu baissé à cause du nucléaire, mais en fait, si vous prenez les émissions importées, ça a augmenté. Vous avez des exemples qui ne sont pas très réjouissants. Vous avez la chute de l'URSS en 92. Et vous avez les pays qui sont dépendants de l'URSS pour leur pétrole, donc Cuba et la Corée du Nord. C'est sûr que ce n'est pas très réjouissant et ce n'est pas très encourageant comme transition, mais de fait, pour Cuba, ça a marché. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment réduit leurs émissions de CO2, mais pas non plus suffisamment par rapport à ce qu'il faut faire maintenant, parce qu'ils mettent encore du CO2, ils n'ont pas décarboné du tout leur économie. Mais ils ont réorganisé assez profondément leur société, donc entre 92 et 2002-2003. Ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà un réseau électrique quand même assez peu fiable, il faut bien en avoir conscience, une alimentation quasiment sans viande, beaucoup d'œufs, une agriculture organique parce que les engrais de fait c'est très énergivore et c'est coûteux à importer, une décentralisation, c'est-à-dire que vous avez été obligé d'aller mettre des petites universités dans plein de petites villes pour que les étudiants ne pouvaient plus aller à La Havane. Donc vous avez, c'est ça qui s'est passé. Après, un rationnement aussi, un rationnement alimentaire sérieux. Les Cubains ont maigri de 5 kilos en moyenne entre 1992 et 2002. Donc ça, c'est vraiment, ça se voit dans leur corps, quoi. Ils ont vraiment souffert. Ils appellent ça le périodo spécial. C'était vraiment, mais ils ne sont pas morts de faim. Et contrairement à la Corée du Nord, où il y a eu des famines absolument épouvantables, parce que c'est pas exactement le même type de dictature, quoi, pour dire les choses de manière polie. C'est voilà, vous avez une vraie tyrannie, et vous avez une dictature plus soft à Cuba, quoi. Mais voilà, donc on a ces exemples-là, mais c'est vrai que c'est pas du tout des exemples réjouissants, quoi. Est-ce que d'un point de vue des techniques et des technologies, ils n'ont quand même pas pu se réapproprier un certain nombre de techniques, de technologies qui auraient été rediffusées ensuite? Oui, il y a eu le cheval, un retour du cheval, l'agriculture plus organique, etc. Effectivement, ouais. Des potagers, davantage de potagers en ville, ce genre de choses. Enfin, mais du low-tech, effectivement. Qui doivent faire partie, je pense, de l'éventail des solutions. Voilà, effectivement. D'accord. Est-ce qu'il y a une dernière question peut-être du public, quelqu'un qui voudrait prendre la parole pour poser une nouvelle question ou écrire dans le chat? Il y a une réponse. Vanuatu a renoncé aux couches jetables. Je ne savais pas. Je suis content. Voilà, on en a un bon exemple. Super. Oui, c'est vrai. J'aurais pu penser à tout ce qui est plastique usage unique. Ça, on va quand même y arriver. A priori, ça devrait être faisable, quoi. Parce que sinon, du coup, on peut vous poser peut-être une question de conclusion qui serait, en fait, pour vous, du coup, qu'est-ce que... c'est un peu la même question sur le rôle qu'on peut jouer du coup, en tant que futur chercheur, en tant que futur enseignant et ingénieur, et peut-être pour pas forcément centré sur le futur, vu que vous êtes plutôt historien. Qu'est-ce que vous souhaitez inspirer chez nous, en fait? Quel message vous souhaiteriez nous faire passer à l'issue de cette conférence, en fait, à garder en tête pour la suite? Et je me suis dit, j'espère qu'ils ne vont pas la poser parce que ça fait vraiment gourou, ce truc. Mais bon, vous l'avez posé quand même. C'est des imaginaires. La question des imaginaires, c'est important. J'ai vraiment pas de réponse, en fait. Qu'est-ce que je souhaite vous inspirer? Non, mais simplement un regard un peu critique par rapport au monde qui vous entoure, questionner les évidences. Voilà, je pense que c'est l'histoire peut servir à ça, quoi. Pour moi, l'histoire, c'est un détecteur de fumée. J'avais écrit un texte là-dessus en disant, voilà, on peut pas éteindre le foyer, si vous voulez. On peut pas... Walter Benjamin disait, l'histoire va permettre de couper la mèche de la dynamite. Ça, j'y crois même pas vraiment, en fait. Mais ça peut au moins ça aide à détecter les enfumades, quoi. Et je pense qu'avoir un regard historique un peu critique sur
sur l'idée de prise de conscience. Quand on entend, voilà, on a pris conscience de, c'est quand même formidable, parce qu'évidemment, ça donne l'impression que maintenant qu'on a pris conscience, les choses vont aller pour le mieux. C'était un discours qui était extrêmement à la mode chez les sociologues en disant, voilà, on est rentré dans la modernité réflexive. Et ce qui est bien, c'est que depuis qu'il y a la modernité réflexive, on a eu, je sais pas moi, les OGM, des pesticides 10 fois plus puissants, on a eu quand même une numérisation assez drastique et radicale, sans trop de questions vraiment. On a eu des marchés financiers dérégulés, etc., depuis les années 70. Donc, c'est assez marrant de voir que ces sociologues se prétendaient réflexifs avec une transformation hyper rapide de la société et du monde technologique. Donc, voilà, je pense que sous cette idée de prise de conscience, c'est une idée très gratifiante et en fait, ça permet de faire passer plein de choses parce que ça donne l'impression que si les technologies, on les adopte maintenant, malgré bien qu'on soit réflexif, etc., c'est que vraiment, ça en vaut la peine, etc. Donc voilà, ne pas surestimer notre intelligence des choses, notre réflexivité, c'est le terme consacré en sociologie, notre propre conscience des choses, etc. Ça, je pense que c'est un point important. Que les grosses dynamiques matérielles, mais c'est depuis que je lis ces travaux-là des énergéticiens des 70, échappent quand même largement, effectivement, à toute forme de gouvernementalité, quoi. C'est très compliqué d'imaginer gouverner le système énergétique mondial, gouverner le progrès, ce genre de choses. C'est quand même des choses qui sont extrêmement difficiles à gouverner et que peut-être des fois des oppositions frontales sont nécessaires, quoi. Ça peut être peut-être la conclusion à laquelle on peut arriver, qu'il y a peu de chances que le système d'innovation et le capitalisme libéral très innovant, qui est très innovant, puisse gérer ces questions-là. C'est-à-dire que une fois encore, on se focalise sur les techniques et les flux de matière derrière n'ont fait que croître, quoi. D'accord, et ben, je vous remercie beaucoup pour tout ça, parce que vous avez pris beaucoup de choses ce soir. Et ben, merci aussi au public pour toutes les questions que vous avez posées, les interactions et tout, c'était très chouette. Donc la séance a été enregistrée, donc vous pourrez la retrouver sur le YouTube de la chaîne YouTube de Terre à Terre, donc ENS Paris-Saclay. Et oui, donc on vous remercie pour votre temps, Monsieur Fressos, et pour ce soir. Et ben, merci pour les questions, merci pour l'invitation. Et puis peut-être Bonne soirée. en vrai. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.